Putain, c'est quoi ce truc? C'est un artefact. On l'a trouvé sur un chantier du Grand Paris Express. Sur un chantier, vous êtes resté? Ouais. Tiens. Tout à l'heure, on galérait à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Martin Jova, bonjour. Bonjour. On est à une semaine de la sortie du film J-7. Grand Paris au cinéma. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je me laisse porter là, je fais ce qu'on me dit de faire. C'est plutôt cool. Peut-être un peu stressé quand même parce que j'aimerais bien que les gens ils viennent voir le film. Et j'arrive pas du tout à savoir ce qui va se passer. L'incertitude, c'est toujours un peu vertigineux, mais je suis hyper heureux d'avoir fait un film qui sorte en salle et que des gens aillent dans une salle de cinéma pour voir cette histoire. C'est quand même un rêve qui se réalise. Hein. C'est mon premier long métrage, j'aurais jamais cru qu'un jour je ferais un film qui sortirait en salle. Je suis quand même super excité. Et le fait d'être à la fois réalisateur, auteur-réalisateur, ce qui est assez courant en France, Ouais. mais auteur-réalisateur et acteur, alors principal, mais en binôme avec Mahamadou Sangaré, c'est une grande responsabilité. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Wesh Leslie! Je suis renard. Ça va l'enfant? C'est quoi? On est là hein? Si je te ferai marrer ou pas? De ouf? Faut faire quoi? Vous avez présenté le film en festival, Ouais. et donc ça a déjà permis d'avoir un contact avec le public. Ouais. Maintenant, c'est... Le vrai monde. Voilà. La vraie réalité. C'est le public de festival, c'est un public qui est d'une certaine façon déjà conquis. Il a l'habitude de venir, il vient découvrir quelque chose de nouveau. Là maintenant, on va sortir dans les salles, on est confronté à toutes les autres formes de cinéma, toutes les autres formes d'économie aussi. Et nous, c'est un film qui est fragile, hein, qui est plein de bonne volonté, qui est plein d'audace, que j'adore. C'est un film qui a bénéficié de moins de moyens que d'autres, ça c'est sûr. Et c'est différent de le présenter en avant-première après avoir vécu, effectivement, on a présenté à Cannes, à l'Acide, c'était génial. On a fait plein de festivals depuis, et moi j'ai beaucoup voyagé, j'avais pas tant voyagé que ça dans ma vie, et là j'ai découvert plein d'endroits, j'ai rencontré plein de monde, et maintenant la sortie c'est complètement une autre ambiance. C'est complètement... faut appréhender de façon complètement différente, et je suis en train de m'y adapter, parce qu'encore une fois, c'est la première fois que je le vis. Mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de festivals. Quand j'ai commencé à faire des films, j'ai fait 2 courts-métrages un peu autoproduits, et à chaque fois, j'étais super déçu parce qu'ils étaient pris dans aucun festival. À chaque fois, je regardais la liste des films retenus, je voyais toujours les mêmes et jamais moi, et à chaque fois, j'avais envie de pleurer et tout. Et c'est vrai que là, d'en avoir fait autant, je suis vraiment très très content et en même temps épuisé. Parce qu'on a beaucoup voyagé, et ils boivent tout le temps, les mecs, dans ces trucs-là, tu bois tout le temps. Ah, après, t'es bourré et tout. Comment est-ce que les gens vous perçoivent? Est-ce qu'ils parlent au réalisateur quand ils posent des questions, ou est-ce qu'ils parlent à l'acteur plus? Un réalisateur. L'acteur, en fait, moi je suis assez content quand on me parle de mon travail de comédien parce que c'est important pour moi. Mais en général, j'endosse le costume du réalisateur. Je parle beaucoup plus de comment on a fait le film, de comment on a résolu toutes les questions, tous les problèmes de A à Z, et pas tellement comment j'ai appréhendé en tant que comédien pour jouer ce personnage-là. C'est comme si ça allait ensemble vraiment. Et d'ailleurs, pour moi, c'est organique. C'est organique, ouais. Bah déjà, je joue pas beaucoup. Moi, je suis pas comédien de formation. J'ai quelque chose de très spontané dans ma façon de jouer, quoi. Et donc, c'est comme si je me considérais pas vraiment comme un comédien. Enfin, c'est mon poste technique sur le film, parce qu'effectivement, je suis dans le film et tout ça, mais j'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui joue la comédie, quoi. Oui, mais alors, c'est un poste hyper important, parce que c'est un rôle principal. Ouais. Bon, c'est votre premier film, Ouais. premier long métrage. Comment est-ce que vous avez résolu le fait que c'est un premier film, en tant que réalisateur, vous avez besoin d'avoir un maximum d'atouts de votre côté? À quel moment est-ce que vous vous êtes senti suffisamment confiant en tant qu'acteur sans formation pour vous dire, à quel moment le réalisateur a fait confiance à l'acteur? C'est mon producteur qui m'a soutenu dans cette décision-là, alors que moi, la première fois que j'en ai parlé, c'est j'avais rencontré Mamadou qui joue Leslie, et je lui donnais la réplique. Pour être sûr que moi j'avais un coup de cœur, j'avais vu dans Le Monde est à toi, pour moi c'était lui, mais quand même on a essayé quelques scènes pour être sûr que ça matchait un peu, même humainement, et donc je donnais la réplique de Renard à ce moment-là, et c'est lui qui a commencé à me dire: ah mais tu pourrais jouer Renard, ça marche bien entre nous. Et moi, pour moi c'était impossible, il fallait déjà, c'était mon premier long métrage comme réalisateur, j'ai pas un CV énorme, j'ai aucune formation, aucun diplôme, je vais pas en plus me rajouter cette responsabilité immense.
Mais j'en ai quand même parlé à mon producteur, l'air de rien. Il me dit, ouais, super. Il m'a fait immédiatement, direct. D'accord. Immédiatement confiance. Et je me suis dit, écoute, si lui me fait confiance, il a plus d'expérience que moi, il a fait plein de films, je lui fais totalement confiance. Et bah, je vais y aller. Après, j'ai beaucoup hésité, hein. Jusqu'à quelques jours du tournage, parfois j'avais du mal à dormir. Je me disais, mais est-ce que je suis pas en train de faire une énorme connerie? Parce que là, j'ai pas visé un peu trop haut, quoi. Et à chaque fois, je me remettais en question. Je me disais, t'es sûr que c'est une bonne idée? J'avais trop peur de me foirer. J'avais déjà peur de me foirer comme réalisateur, mais d'autant plus en tant que comédien. Enfin, c'est même, il y a un truc un peu prétentieux, un peu narcissique de jouer dans son propre film. Enfin, moi, de mon point de vue, c'était ça. Maintenant, avec le recul, je me dis qu'au contraire, je raconte des histoires qui sont avec des personnages tellement proches de moi, et j'ai tellement ce plaisir de jouer, de rentrer dans quelqu'un qui me ressemble, dans la peau de quelqu'un qui me ressemble, mais qui est pas tout à fait moi, le temps d'une scène. C'est tellement un plaisir pour moi, je me vois plus m'en priver maintenant. J'ai vraiment adoré le faire, et ces histoires, elles sont tellement dans une forme de sincérité, de vécu proche de ce que j'ai pu vivre, avec bien sûr des petites variations, parce que j'ai pas trouvé d'artefacts, il m'est pas arrivé autant d'aventures, mais ça me paraît une évidence maintenant d'incarner mes films. Et puis c'est vos propres textes, donc c'est pas comme ça. si... Je suis hyper à l'aise avec ce que j'écris, et alors j'ai très peu d'expérience en dehors, mais c'est toujours plus compliqué pour moi de dire le texte de quelqu'un d'autre. Moi j'écris beaucoup en fonction de la façon de parler des comédiens. C'est très important pour moi que les dialogues aient l'air le plus spontané, le plus naturel possible. Et donc quand on me demande s'il y a de l'improvisation, je suis toujours assez heureux. Ça veut dire qu'on a bien bossé. Parce que ça paraît naturel. Ça paraît pas joué, ça paraît pas répété, quoi. Moi je veux pas que ça ait l'air jeu, que ça ait l'air vraiment presque documentaire. Alors que le dialogue part dans quelque chose de loufoque, de complètement inattendu, mais c'est fait de façon le plus fluide et spontanée possible. Quel a été le timing de l'écriture et ensuite le timing tournage, montage, combien de temps ça a pris? Alors, ça a été... moi, c'était ma première expérience de film produit. J'avais fait plutôt des courts-métrages autoproduits où c'est nous qui gérons quand est-ce qu'on tourne, quand est-ce qu'on chope les moyens. Bien sûr, on est tributaire de plein de contingences matérielles, genre l'appareil photo de mon oncle, finalement, on l'aura que la semaine prochaine, des trucs comme ça. Et là, on a essayé d'avoir un peu de budget. Alors, je disais, c'est une économie qui est modeste, mais on a quand même eu des financements. On a eu un préachat d'Arte aussi en moyen-métrage, enfin des choses qui sont miraculeuses, hein, surtout quand t'as à peu près rien fait, comme c'est mon cas. Mais ça a pris du temps. Pour la première fois, j'étais confronté à cette temporalité-là où tu déposes un dossier, puis t'attends qu'on dise oui ou non, et puis après t'attends encore pour le prochain tour, puis après on dit oui, mais non, il faut attendre et redéposer. Enfin, tout ça, c'était... moi, je crois que la première fois qu'on a déposé un dossier, c'était en avril 2019. J'écris assez vite la première version du scénario. Et tout le temps où on attendait des réponses, j'ai continué à travailler dessus et à étoffer le scénario, à rajouter des personnages, à rajouter des scènes, des aventures. Et en fait, on est passé comme ça du court au long métrage. Naturellement. Naturellement, ouais. Et un jour, j'ai envoyé mon producteur me dit t'as réécrit, envoie-moi la nouvelle version. Je lui envoie et en fait, c'est un long métrage maintenant. Et là, pareil, il m'a fait confiance immédiatement. Il m'a pas dit non, faut d'abord faire un court. Aussi. Ça, je crois que ce défi-là aussi lui donnait encore plus d'énergie, quoi. On a fini par en mars 2020, je suis parti en résidence. J'ai redéposé au CNC, donc un an plus tard. Ça faisait un an que j'avais écrit le scénario. On a eu l'argent en juin. On savait qu'on pouvait faire en juin et qu'on allait tourner en septembre. Et faut dire aussi qu'on a eu le Covid dans les pattes. Donc on a tourné en septembre 2021, ça veut dire un an et demi après l'écriture du scénario. Et ensuite, on avait ce double enjeu de monter un court-métrage et un long-métrage parce qu'on avait des obligations de préachat court-métrage. Donc on a fait 2 versions du même film. Et ça nous a pris beaucoup d'énergie et de temps. Et donc on a fini assez vite le court-métrage. C'est pour ça Grand Paris Express? Exactement, c'est pour ça. On a eu beaucoup de mal à monter le long, à trouver un autre rythme. Quelque chose, c'était mon premier. C'était aussi le premier long en tant que chef monteur de Jules avec qui je monte mes films. Et on a essayé plein de choses différentes, plein de musique, plein d'ordres de séquences. On a vraiment trituré notre scénario et ce qu'on avait tourné dans tous les sens. Et ça a pris beaucoup de temps au montage. Mais alors du coup, combien de temps à peu près? 1 an. 1 an de montage. Vous avez un monteur dédié? Ouais. Et il va bien? Ouais, il est très content, on s'entend très bien. Non, mais ça a dû être... C'était très dur. Et il y a des moments, il en avait... Enfin, pas marre, non. Il n'en a jamais eu marre, mais il y a des moments où il était à bout. Fatigué, et puis tu tournes en rond, tu essaies un truc, tu dis cette fois ça va marcher, tu regardes, ça marche pas. C'est très, très, très frustrant aussi. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'à un moment donné, on a demandé l'avis d'un autre monteur externe qui est venu... d'un coup, apporter un regard extérieur complètement neuf, et ça nous aidait à prendre beaucoup de recul et à repartir dans une nouvelle énergie dans la dernière ligne droite pour finir le montage. Ça nous a fait beaucoup de bien, ça.
Et non, maintenant, il est très content, on est tous les deux très très contents du résultat final. Entre-temps, on a fait un autre court-métrage ensemble, puis on est très potes dans la vraie vie. Mais ouais, ça a été dur, c'est vrai. C'est gentil de penser à sa santé. Non, mais c'est pas toujours facile de travailler avec des potes. En fait, on est devenus potes en travaillant ensemble. On se connaissait pas avant de faire mon premier court-métrage. C'est Benoît Forgeard qui nous a fait nous rencontrer. Parce que moi, j'étais stagiaire sur son deuxième long-métrage et Jules était assistant monteur. Donc on était un peu deux assistants en voie de professionnalisation. Et c'est Benoît qui nous a fait nous rencontrer sur le montage de mon premier film, Moseb. Et on s'est pas lâché depuis. Ouais, parce que ça fonctionne. Ça fonctionne, on s'entend bien parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. C'est important d'avoir un... Et vous avez des automatismes. Complètement, ouais. Donc il fait 1h12. Ouais. C'est passé par... Il y a un montage de 3 heures. Il y a un montage de 1h40 quasiment. Ouais, quand même. Et moi, j'aime pas les longueurs. J'aime pas le remplissage ou la facilité, tout ça, ça me saoule en tant que spectateur. Alors je voulais faire le film le plus condensé, concentré et dynamique possible. Même s'il y a tout un passage qui est beaucoup plus mélancolique, planant, qui prend son temps, aux 2 tiers du film. C'est important pour moi aussi qu'il y ait des ruptures de rythme, qu'on soit pas toujours dans la même vitesse. Il y en a quelques-unes, ouais. Il y en a quelques-unes, hein, ouais. C'était important pour moi justement de creuser comme une montagne russe, quoi. Et ouais, cette version d'1h12, c'est... Moi j'avais peur, c'était mon premier long métrage, il était produit de façon un peu pirate, alors j'avais peur de me rapprocher trop de la barre de l'heure et qu'on remette en question son statut de long métrage. C'était une crainte que j'avais. Et à un moment je me suis dit non, ce qui compte c'est de faire le film qui fonctionne et après on regarde combien de temps il dure. Et c'est ce qu'on a fait, et 1h12 c'est assez court pour un long métrage, mais je trouve que ça correspond aussi à la format typique, non seulement de l'histoire qu'on raconte, mais de la façon dont on l'a produit. Et j'aime bien, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les longs métrages assez courts. Ça me plaît beaucoup comme format, à titre personnel, tu vois, en tant que spectateur. C'est ce que fait, je vais en citer un, histoire de me donner un nom, mais voilà, Quentin Dupieux, il fait des films exactement dans ce genre de... Ouais. Et c'est assez agréable parce qu'en ce moment, effectivement, la mode, c'est beaucoup de films qui font 2h30, 2h49, 2h50, 3h. Donc ça fait du bien aussi d'arriver à exprimer une aventure comme ça dans un film d'une heure, c'est ça. Un peu plus d'1 heure, c'est agréable aussi. Ouais, j'avais pas envie qu'on perde son temps ou qu'on s'ennuie en regardant le film, j'ai envie de dire ce que j'avais à raconter et puis ciao, on va faire autre chose. Vous n'avez pas envie de filmer l'ennui, quoi? J'avais envie de montrer l'ennui, mais pas d'ennuyer le spectateur. Ok, ouais, cool. Parce qu'en fait, mon pote et moi, on est posés là, vite fait. On doit faire un truc un peu illégal, donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais après, par contre, on fait rien du tout. Du coup, si jamais ça vous dit, moi, c'est l'heure du goûter, je paye mon McFlurry. Quelle est votre définition pour ces deux personnages? C'est des jeunes de banlieue. Ouais. Je trouve qu'ils sont attachants et qu'ils sont toujours curieux, en fait. Ouais. C'est ce qui les sauve, j'ai l'impression. Quelle que soit la galère, on leur propose une aventure. À chaque fois qu'il y a des gens qui interviennent, ils sont toujours réceptifs et ils sont toujours prêts à aller là où on les emmène. Effectivement, ouais. Ils sont très bienveillants, ils sont très... une attitude que j'essaie d'avoir moi-même, c'est ouvert sur tout ce que le réel a à nous offrir, le quotidien. Et ils ont gardé leur âme d'enfant. Donc effectivement, c'est pas des modèles de réussite macronistes. Leslie et Renard, c'est plutôt des losers magnifiques. Après, moi j'avais envie de dépasser aussi, je me suis dit, les mecs qu'on voit dans les RER qui fument des joints, qui font un peu chier, qui parlent trop fort, qui sont relous, en fait derrière cette façade-là, ils cachent beaucoup de beauté, de tendresse, plein de choses. Et j'ai envie de casser le cliché de ces gars en survêt qui traînent et de montrer que c'est des grands enfants, et ils sont pleins d'humanité, et ils sont pleins de richesse et de surprises. C'est vrai que moi j'aime bien, je crois que ce qui les caractérise le plus, c'est qu'ils ont besoin de tendresse et ils ont du mal à l'exprimer parce qu'ils n'ont pas été éduqués, ils n'ont pas grandi dans un environnement où c'est hyper simple en tant que garçon de dire j'ai besoin d'un câlin, tout simplement. Et sans rentrer effectivement il y a tout un discours, l'air de rien, sur l'inégalité des chances, sur la production sociale, mais par exemple les Renards, ils sont pas du tout du même environnement. Renard, c'est un gamin comme moi, de banlieue pavillonnaire, plutôt classe moyenne. Lui, il est même plus aisé que moi, en fait, et à l'origine. Et Leslie, un peu comme Mamadou d'ailleurs, il vient d'une cité beaucoup plus représentative de ce qu'on voit, ce qu'on peut voir à la télé, ou même du cliché qu'on peut s'en faire. Mais pour autant, ils sont amis. Et ils partagent... ce qui les rassemble, c'est ce désœuvrement,
Cette difficulté à trouver sa place dans la société, qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et ça induit tout un rapport poétique au monde, au temps. Ils sont désœuvrés, ils n'ont rien à faire, ils sont beaucoup plus dans l'accueil justement de tout ce qui peut venir perturber leur quotidien. Et comment est-ce que justement vous avez construit ce personnage donc, par rapport à vous? Là vous avez dit qu'il était un peu plus aisé que vous. Un poil plus, ouais, dans ma tête. Donc c'est pas complètement autobiographique. Quand même, non, c'est en vrai, si Renard, il est dans ma tête, j'aurais voulu qu'il soit encore un peu plus aisé, comme ça crée un décalage avec cette attitude qu'il a d'essayer de faire le mec de quartier, alors qu'en fait, il vient d'une classe moyenne plutôt confortable. Moi, c'est plutôt moyen de chez moyen, dans l'idée. Mais par contre, je me prends beaucoup moins pour un mec. Enfin, j'ai beaucoup plus conscience de l'endroit d'où je viens que Renard. Renard, pour lui, c'est un mec, c'est un gangster et tout ça. Moi, jamais j'ai cru ça de ma vie. Quand j'étais au collège, j'étais pas du tout. Enfin, j'étais petit Vaftou, quoi. Il est entreprenant, quoi. Il est entreprenant. Ça le rend touchant aussi. Il se ridiculise tout le temps, mais il essaye de garder le sourire. C'est quelque chose, moi, que j'essaye de faire aussi dans ma vraie vie, même quand je suis triste ou que je suis stressé ou que ça va pas comme je veux, j'essaie de garder la pêche. Et Renard, il me ressemble dans bien des aspects, mais il est plus insouciant que moi et j'aimerais lui ressembler encore plus. Il a l'air quand même assez heureux, je trouve. Il doute de rien. Il doute de rien. Bon, après, il vit une misère affective assez vertigineuse. En fait, je voulais pas trop vous le dire, mais c'est mon pote. Il voulait votre snap. Vas-y, démarre-toi tes histoires de meuf. Moi, j'ai la mienne, moi. Tranquille. Tu fais notre snap à toutes les deux, genre? Bah, celle qui veut bien. Et en termes de look, moi, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est le bandeau dans les cheveux. Ouais. Et les cheveux teints. Ouais. Ça correspond à une période de votre vie ou c'est une invention? Je crois que j'avais le fantasme secret de le tenter et puis ça m'a servi de prétexte pour faire « Ah, c'est à cause du film !» Il y avait ça, mais surtout je voulais, en tant que cette double casquette, réalisateur et comédien, me glisser dans la peau du personnage, c'était plus facile en me déguisant, déjà. Et je trouve que ça fait bien petite frappe, bandeau, décoloration, ça fait bien le mec qui se prend pour un gangster, mais il est quand même ridicule. J'aimais bien cette idée-là, et aussi... Bah lui, dans sa tête, il cherche à avoir du style. C'est ça, et en fait, tout le monde le prend pour... Il y a même des scènes que j'ai pas gardées au montage, où on me disait, mais c'est pas possible cette coupe et tout. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément, on faisait des réflexions sur son physique. D'accord, et on attaque le physique, là. Ouais. Moi, je suis dans l'autodérision, hein, j'ai pas de souci avec ça. Et j'avais envie de construire comme ça des personnages de dessin animé, avec des couleurs très tranchées, avec des petits accessoires... qui leur permettent d'être reconnus en un instant, quoi, en un coup d'œil. Qui l'identifie, quoi. Identifie, ouais, et qui se changent jamais d'un bout à l'autre du film, ils sont toujours habillés pareil, comme dans un dessin animé. C'est un uniforme, quoi. C'est ça. Ça n'a pas été galère en termes de raccord? Si, en plus mes cheveux poussent super vite, donc j'ai dû faire au milieu du tournage un raccord coiffure, et je crois que c'est le moment le plus stressant de ma vie. J'ai eu tellement peur, parce qu'en plus ma coiffeuse, que j'ai l'habitude elle avait le Covid, et donc j'ai dû faire confiance à un inconnu. J'avais tellement peur que d'un coup il me fasse une coupe, et c'est faux raccord, et c'est fini le tournage. Heureusement il s'en est super bien tiré, et ouais, j'ai pu continuer. Je l'ai gardé un peu longtemps, après ma copine elle m'a dit arrête les conneries, maintenant redeviens brun parce qu'elle en pouvait plus. Moi j'aimais bien, ça me manque un peu des fois. Et la position du bandeau? Ça c'est quand je joue au foot, parce que sinon mes lunettes elles tombent, alors j'ai toujours un bandeau comme ça. D'accord. Ça vient du foot. Parce que dans le film, vous courez, Ouais. vous êtes en voiture, il y a énormément de... Enfin, c'est un peu physique, quoi. Ouais, ben, moi je suis très influencé par le travail de Tom Cruise. Vous faites vous-même vos cascades? C'est ça. Non, je déconne, mais en vrai, je suis fan de Tom Cruise. Et lui, il court tout le temps. Dans tous les films, dans Mission Impossible 3, il court comme ça. Moi, j'adore ça. J'adore courir, en vrai, j'adore les films d'action. C'est le cinéma qui m'a nourri, qui m'a bercé. Et non, bien sûr, je me prends pas pour Tom Cruise. Alors vraiment, le Tom Cruise du pauvre. Un petit peu. Le Tom Cruise du pauvre. Il y a un plan, moi, qui a retenu mon attention, c'était sur un quai de RER. Quand on court, ouais. Ouais, ben, vous avez tourné avec autorisation. Aucune autorisation de tournage. Donc, comment vous faites, ça c'est un truc, ça m'a bluffé, comment vous faites pour faire un plan, un travelling latéral, où vous courez tous les deux? Et j'ai scotché sur ce plan-là, Ouais. Il est magnifique, Ouais. Vous êtes beaux tous les deux, Ah, merci. et donc vous avez quelqu'un en face qui... En voiture, il est en voiture sur la route. D'accord. Et nous, il est en très longue focale, donc ça donne cette impression de proximité alors qu'en fait on est assez loin. Lui, il est sur la route et nous on est de l'autre côté de la rangée des arrêts de bus et on court au milieu des bus. D'accord. Et en fait ça c'est un travelling qui est assez long, c'est un 200-300 mètres je crois. Ouais. Et on l'a refait plusieurs fois et
comme par hasard, à ce moment-là, il s'est mis à faire super chaud. J'ai cru que j'allais tourner de l'œil, moi. Parce qu'on on l'a fait plusieurs fois et c'était en plus une journée, on a commencé à 5h du mat, j'avais pas dormi de la nuit et physiquement, c'était dur, hein. Il y avait un vrai défi technique. Mais tu vois, là, le film que je suis en train d'écrire, pareil, je me mets encore ces défis-là. Je crois que ça me plaît beaucoup. Et je disais ça en rigolant pour Tom Cruise, mais en vrai, je suis totalement fan de lui. Et peut-être qu'il y a ce fantasme-là aussi un peu de faire à mon échelle, hein, des toutes petites scènes d'action, quoi. J'ai envie de faire une comédie d'action. J'ai envie de faire une comédie d'action un peu à la Tarantino, en Seine-et-Marne, avec des personnages de filles qui se laissent pas faire, qu'on grave la tchatche. Et c'est vrai que j'ai le projet très concret de faire une comédie d'action dans un futur proche, ouais. D'accord. Bah parce que c'est le cinéma que j'aime aussi, hein, tout simplement. Mais en tant qu'acteur, du coup, ou en tant que réalisateur? En tant que réalisateur. Acteur, à un moment donné, il faut aussi trouver l'équilibre. Je pense que si je commence à avoir peut-être un projet un peu plus, avec plus de monde, avec plus de responsabilités, même plus d'enjeux financiers, peut-être qu'à un moment, je ferai la part des choses. Par exemple, moi, je suis pas un mec connu, donc si on veut financer un film, peut-être qu'à un moment donné, il faudra aussi choisir un acteur qui donne plus de garanties. Je sais pas pour les distributeurs, je connais pas trop ce monde-là, mais je sais que c'est des discussions qui finissent par avoir lieu à un moment. Moi, j'en suis pas du tout là, hein. Pour l'instant, je fais un peu ce que je veux. Mon producteur, il me soutient. On est dans une économie qui nous permet d'être très libre, et c'est ça qui me plaît. Mais je sais pas, par exemple, c'est tellement exigeant la comédie d'action et le film d'action. Je sais pas si ce sera possible techniquement de faire à la fois acteur et réalisateur. Mais si c'est possible, j'avoue, j'aimerais bien le faire. Un dernier mot sur Sébastien Chassagne et William Legbill. Ouais. Donc William, il était déjà là dans... Le sang de la veine, ouais. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé là dans le long métrage? Comment ça s'est passé? On a faim? Alors, en fait, je l'avais déjà prévu le long métrage avant Le sang de la veine. Le sang de la veine, je l'ai tourné quand j'ai su que j'allais pouvoir faire Grand Paris. J'ai tourné Le sang de la veine juste avant, parce que ça faisait plusieurs années que j'avais rien fait et je me sentais pas prêt à affronter un long métrage comme ça. Un exercice du coup. Ouais, c'était une expérience. C'est ça, il y avait cette idée-là. Après, c'est aussi un film qui compte énormément pour moi, qui a changé ma vie en vrai, hein, parce que c'est la première fois que j'ai fait des festivals, que le film a été diffusé sur Arte. Mais il y avait aussi cette idée-là de se remettre à l'ouvrage avant de partir dans le marathon de Grand Paris. Et donc j'ai écrit ce rôle pour William parce que c'est un acteur que j'adore depuis longtemps. Et en fait, moi, je l'avais rencontré sur un tournage où j'étais stagiaire. Et lui avait le premier rôle et on est devenus potes. Et après, il a fini par voir mes courts-métrages autoproduits. Et c'est naturellement que je lui ai écrit le rôle d'Amine dans Grand Paris. C'est le premier mec que je savais que ça serait lui, c'était Amine. C'était William. Sébastien, c'est un peu... non, c'est pas exactement pareil, mais mon tout premier court-métrage autoproduit, je l'ai contacté sur Facebook pour jouer le rôle principal. Et il a accepté de me rencontrer. On s'est découvert une passion pour Lynch et Twin Peaks tous les deux. Et il l'a fait, on a gardé contact. Et des années plus tard, il est revenu sur Grand Paris. Et là, ça nous a encore plus rapprochés parce que il est très investi sur le film, il aime beaucoup. Et on est venu plein de fois le défendre ensemble. On est allé à Montréal ensemble, première fois que je sortais d'Europe. Et il est venu avec moi. Et donc, bien sûr, c'est des aventures qui te rapprochent encore plus que juste faire un film ensemble. C'est tellement... Enfin, ça prend tellement toute ta vie, toute ton énergie. Et c'est ce que j'aime, moi, dans ce métier-là. C'est que c'est... Enfin, quand ça se passe bien, c'est génial. Quand ça se passe mal, c'est dur. Surtout que ça fait voyager, donc c'est clair. génial. C'est clair. Moi, j'ai presque jamais voyagé dans ma vie. Et là, d'un coup, je me retrouve invité au Canada, à Montréal, une semaine. J'étais tellement heureux. C'était génial comme expérience. Mais les Yvelines, c'est le monde de Narnia, les gars. Il y a des forêts, des lacs, des trésors, des princesses. Là, franchement, Sartec, hein, c'est énorme. Alors, c'est la banlieue, c'est tout ce qui est périurbain. Moi, ça m'a fait penser un peu à deux choses, à Lost et à X-Files. Parce que X-Files, en fait, c'est toujours dans un coin paumé de campagne, il se passe quelque chose, et là, le gouvernement arrive, etc. Et il y a toujours ce décalage entre donc tout ce qui est vert et tout ce qui est technologique. Alors, soit les superstructures. Et moi, j'ai trouvé que le RER, en lui-même, moi, je suis parisien, donc à chaque fois que je prends le RER par rapport au métro, ça a des dimensions tellement gigantesques. Quand je vois un RER qui rentre dans une gare ou qui en sort, j'ai l'impression d'être dans Star Wars avec les vaisseaux qui... C'est exactement ça. Et donc, on a déjà, en fait, dans le RER, ce décalage de science-fiction. Et c'est ça que j'ai voulu creuser dans le film. Et pour moi, les chantiers du Grand Paris Express, c'est pareil. Et la tour de Romainville, c'est pareil. Tout c'est des éléments. C'est des bases spatiales, en fait, qui sont en train de construire. C'est ça. C'est des éléments du quotidien qui sont déjà fantastiques et que je voulais mettre en valeur et que je voulais travailler comme une possibilité de s'échapper un peu du réel, quoi. Là, la tagline, c'est un road movie hilarant au bilan carbone exemplaire. Moi, je voulais au-delà du périph' et du réel. Ça n'a pas été retenu. Bon, nous, on l'a. Vous l'avez, voilà, c'est dit maintenant. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Enchanté. Merci. Et bonne chance pour la sortie, quoi. Je prends. On y croit.
Merci. Vous venez pas avec nous? Non, on a des nouvelles aventures qui nous attendent, mec. Ah, c'est vrai.